Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Baudouin-Wesselmann. Avec Lisa Kameniersig, bonjour. Vous êtes professeur des écoles, auteur de La Grande Garderie qui paraît aujourd'hui aux éditions Albin Michel. On va revenir ensemble sur plusieurs questions. Donc c'est cette rentrée à l'école du Rigui à Nice où des parents d'élèves ont été informés tardivement par mail de la fermeture d'une classe. On va aussi voir un chiffre assez étonnant. La France serait championne de l'OCDE pour le temps accordé à l'enseignement des fondamentaux. L'enseignement scolaire français se concentrerait beaucoup sur le français et les mathématiques, malgré des résultats très décevants dans les classements internationaux. Alors on essaiera de comprendre cela avec vous. Et il manque au moins un professeur dans un collège ou un lycée sur deux, selon une enquête du SNES-FSU, un sondage auquel ont répondu 2750 principaux et proviseurs, et 58% des collèges et lycées sont concernés après le 1er septembre. On reviendra donc sur le un prof, une classe d'Emmanuel Macron. Lisa Kameniersig, vous êtes avec nous ? Oui, bonjour Baudouin. Oui, bonjour. Alors revenons sur cette rentrée ratée ou bien ce faux départ à l'école de Nice, à cette école du Rigui à Nice. Oui, alors visiblement, il y a une classe qui a été ouverte en début d'année, enfin qui en tout cas n'a pas été fermée. On ne sait pas trop si c'est une classe qui existait déjà l'année dernière ou une classe qui a été ouverte cette année. En tout cas, cette classe donc, dans laquelle on a installé un enseignant, des enfants, du matériel. Voilà, tous ces gens-là ont commencé leur année tout à fait normalement. Moi, c'est mon métier, donc j'imagine. On a fait les pages de garde, on s'est occupé de présenter les outils de la classe, etc. C'est comme ça que se passe un début d'année. En général, c'est assez sympathique, on se présente les uns les autres, etc. Et 4 jours après, on annonce à ces enfants et à l'enseignante de cette classe que finalement, cette classe n'existera plus la semaine suivante. Et que donc la dame est réaffectée dans une autre école et les enfants aussi par une décision académique. Donc c'est de nouveau l'État qui décide unilatéralement, j'allais dire, comme il le fait de toute façon, hein, c'est sa prérogative, de relocaliser, je suppose, une vingtaine d'élèves et une enseignante sans prévenir. Les parents sont évidemment très fâchés. Moi, j'y vois le signe de nouveau d'une omniprésence de l'État qui n'est malheureusement pas, je ne souhaite pas qu'il soit omnipotent, mais en tout cas, il ne sait plus s'occuper de tout. On voit qu'il ne se concentre pas sur ses missions régaliennes, hein, qui sont la justice, la police et l'armée. Il se mêle de tout le reste, mais du coup, il fait tout mal. Hein. Donc, on n'a plus de police, on n'a plus de justice, on n'a plus d'armée, mais on n'a plus d'école non plus. Donc, il ferait mieux de se reconcentrer sur les sujets sur lesquels on l'attend le plus, donc la sécurité, l'ordre public, plutôt que de se mêler d'école et d'être incapable de le faire correctement. Parce que là, on est dans le cas d'une école privée. Comment ferait l'école privée ? Parce qu'on entend l'idée derrière. Je crois que c'est une école publique. Hein. Ah, c'est une école publique en plus, d'accord. Ça m'étonnerait que l'État puisse fermer une école privée comme ça du jour au lendemain. Enfin, je n'ai pas les détails de l'histoire, mais si c'est une école privée, ça veut dire qu'elle est fermée au nom... Enfin, si c'est une privée hors contrat, ça veut dire qu'elle est fermée au nom de l'ordre public. Donc là, il a raison. S'il y a un problème de maltraitance des enfants, d'hygiène, je ne sais pas quoi, de prosélytisme religieux, évidemment, l'État est dans son rôle quand il ferme une école privée, puisqu'il se doit d'inspecter les conditions dans lesquelles les enfants sont instruits partout. Si c'est une école publique, ça veut dire que la classe était ouverte et qu'on l'a fermée sans... Il y a sans doute une raison, c'est sans doute une raison budgétaire ou une raison de démographie scolaire. Mais moi, ce que j'ai lu, c'est que c'était une école publique. Hein. D'accord, très bien. Alors, autre sujet pour le moins surprenant, la France serait championne de l'OCDE pour le temps accordé à l'enseignement des fondamentaux. Alors, c'est pour des résultats très décevants dans ces matières, dans les classements internationaux. C'est nos élèves, en fait, qui sont bêtes. Bah non, c'est pas du tout nos petits élèves qui sont bêtes, les pauvres chats, qui font tout ce qu'ils peuvent. Mais enfin, c'est pas parce qu'on décrète quelque chose le lundi que c'est mis en place le mardi. Hein. Une école, enfin un système d'éducation nationale, c'est très long à bouger. Donc les fondamentaux, comme on dit, sont remis au centre du système, au centre de l'enseignement très régulièrement par des ministres qui en réalité se contentent d'annoncer les choses mais ne mettent pas en œuvre derrière les mesures nécessaires. Je pense en particulier à la formation des enseignants. Parce que là, on se retrouve avec des enseignants qui sont
déjà la deuxième génération d'enseignants qui eux-mêmes n'ont pas été instruits correctement. Donc on peut mettre en place tous les fondamentaux qu'on veut au centre de l'enseignement. Tant que ces gens-là ne maîtrisent pas eux-mêmes les règles d'orthographe, la géométrie, l'algèbre, etc., ça ne peut pas fonctionner. Donc il y a un problème de formation et puis il y a un problème de temps parce que mettre les fondamentaux au centre, comme on dit, c'est bien, mais on ajoute aussi le sport 1 demi-heure par jour. Il est question de le faire passer à 1 heure par jour pour l'année olympique. On a ajouté depuis longtemps l'informatique, les langues vivantes. Les fondamentaux, comme on dit, prennent du temps, pas seulement dans les textes, il faut leur accorder du temps dans la réalité. Alors vous disiez que on est sur la deuxième génération de professeurs qui n'ont pas eux-mêmes les savoirs nécessaires. Pourtant, le temps de formation d'un professeur est long. Il doit déjà être titulaire d'un bac plus 5 à peu près. Et ensuite, il rentre à l'école des maîtres et maîtresses. Je ne sais oui, ça s'appelle un INSPE maintenant. Oui, j'ai souvenir que mon grand-père était instituteur à ses 19 ans après son bac. On va rallonger encore la durée de formation ? Non, j'espère pas. C'est le contraire qu'il faudrait faire. C'est pour les professeurs du primaire, c'est revenir à une durée de formation, raisonnable. Non, le problème, c'est, je raconte cette anecdote dans mon livre. Les directeurs d'INSPE, en tout cas certains, puisque là c'est un monsieur qui est à Rouen, je crois, directeur d'un INSPE à Rouen. Donc l'INSPE, c'est l'équivalent des IUFM d'autrefois. IUFM, si vous pouvez préciser. Alors, l'Institut universitaire de formation des maîtres. Donc, c'est les établissements qui forment les maîtres d'école de l'école primaire. Donc, ce monsieur répond à une interview, un entretien à l'étudiant et explique, pas gêné du tout, qu'il recrute, que l'institution recrute les enseignants qui ne sont pas les meilleurs. Ils ne prennent pas les meilleurs, ceux qui réussissent le mieux le concours. Parce que, alors évidemment, l'étudiant s'étonne un petit peu, le journaliste continue son interrogation, et on lui explique, mais ça paraît complètement logique au monsieur qui répond, que les meilleurs ont le choix de faire autre chose. J'imagine qu'il sous-entend qu'ils ont le choix de devenir, je ne sais pas, chirurgien, notaire, ou encore mieux, haut fonctionnaire peut-être. Donc en fait, on prend les élèves moyens, et c'est un parti pris. C'est-à-dire qu'on annonce la couleur tout de suite, on dit de toute façon, tout le monde a ses chances, ne vous inquiétez pas, postulez, on ne prend pas les meilleurs, on prend les moyens, parce que les autres ont le choix. Ça veut dire que quelqu'un qui est très bon dans sa discipline, je ne sais pas, qui est très bon en maths par exemple, n'a aucune raison de postuler pour devenir enseignant, puisqu'il est très bon, on ne le recrutera pas. Donc voilà où on en est quand même. Donc dès la sélection des candidats à cette école de formation, il y a un vrai problème. Il y a un pays, parce que la désaffection des gens pour le métier d'enseignant n'est pas propre à la France. Il y a beaucoup de pays dans lesquels il se passe exactement la même chose. Il y a un pays qui tire son épingle du jeu, où les enseignants accourent pour devenir enseignants, les jeunes gens accourent pour devenir enseignants, c'est la Finlande, qui par ailleurs a d'excellents résultats dans tous les classements internationaux pour les résultats des enfants. Et la Finlande a une politique de recrutement qui est évidemment complètement différente de celle de la France. On prend les meilleurs dans les disciplines qu'ils doivent enseigner. On ne leur fait pas passer de concours, ils passent un examen et ensuite ils sont formés tout au long de leur vie. C'est-à-dire que la formation professionnelle continue est disponible à tout moment. Par ailleurs, ils ont des mentors. Donc il y a des gens plus âgés qui sont dans le métier depuis un moment, qui s'occupent d'eux, qui les prennent sous leur aile et qui les aident à pratiquer leur métier avec toute leur expérience. Donc, alors que nous, chez nous, on passe un concours, on ne prend pas les meilleurs, comme je viens de le dire, et on vous met dans une classe devant 25-30 élèves, sans véritablement passer devant des gens, être aidé par des gens qui ont plus d'expérience. On fait quelques stages, et encore, je crois il y a eu des années où c'était plus obligatoire. Mais disons que la politique de recrutement est différente et la politique de formation est différente. Évidemment, en Finlande, il y a énormément de gens qui demandent à être enseignants. En France, en Allemagne et dans plein d'autres pays, cette formation est dénigrée et rejetée par les gens. Et ça semble logique. Merci beaucoup Lisa Kamen-Hirsig. Vous êtes professeure des écoles et auteure de La Grande Garderie aux éditions Albin Michel.